Hey, vidéo entièrement dédiée au business, voilà, je te fais pas perdre ton temps. Aujourd'hui, ça va parler à ceux qui veulent se lancer un jour en tant que photographe professionnel, qui viennent juste de se lancer ou qui le font depuis un moment. Mais bref, ça va être très orienté pro. C'est Mathilda, avec qui on a tourné la dernière vidéo food photo, le shooting dans un 5 étoiles, qui va nous expliquer comment elle en est arrivée là. C'est hack super intéressant pour arriver à capturer, comme on dit, des clients dans le luxe. Alors là, on parle de photo culinaire, hein, mais les conseils donnés sont valables pour le B2B en général, hein. Si tes clients sont des entreprises, c'est peut-être moins applicable avec des particuliers comme le mariage et encore, mais par contre pas de vente de tirage ou autre. Oui, je sais, la vidéo est longue, elle devait faire un quart d'heure, 20 minutes, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai déjà coupé beaucoup. Dis-toi que c'est une sorte de podcast, voilà, tout a été chapitré si tu veux aller plus vite. Enfin, notre conversation sera entrecoupée par des petits morceaux d'interview de Marie qui est chargée de marketing et communication à l'Intercontinental de Lyon. T'as pu l'apercevoir dans la fameuse vidéo du shooting. J'en avais profité pour lui poser quelques questions parce que je trouve qu'on voit beaucoup de pros donner leur point de vue partout sur YouTube, mais on n'entend jamais la voix des vrais clients et je trouve ça super intéressant voilà, d'avoir leur point de vue sur ce type de prestations, comment ils choisissent les photographes avec qui ils veulent collaborer, la meilleure façon de les démarcher, etc., etc. Voilà, une dernière chose et je te laisse tranquille, c'est promis. Tu te doutes bien que 40-50 minutes de blabla, stratégie commerciale et marketing, ça va pas faire des stats de ouf comparé à un vlog shooting photo. Donc si comme moi, tu penses que ça a quand même beaucoup de valeur, et n'hésite pas à aider la vidéo en la regardant jusqu'au bout, hein, même si tu la laisses tourner de son côté. Un petit commentaire, un like, à partager, voilà. Histoire que YouTube l'enterre pas tout de suite et qu'elle puisse atteindre ceux qui peuvent être intéressés. Voilà, j'arrête de parler, désolé, allez, on y va. Le plus complexe en fait quand on débute, c'est vraiment de déterminer quand commencer et comment commencer. C'est passé comment déjà pour toi? Déjà, j'ai pas eu à me poser ces questions-là. Tout simplement. J'ai démarré un petit peu sans le faire exprès. À la base, j'étais un petit peu prédestinée à travailler en agence de pub en tant que directrice artistique. Et quand j'ai terminé mes études et mon stage, j'ai voulu chercher du boulot dans une agence. J'ai fait plusieurs entretiens dans des agences qui m'ont dit on n'embauche pas, mais est-ce que t'as un statut de freelance parce que on pourrait éventuellement te faire intervenir ponctuellement sur des missions. Donc moi j'ai fait mon statut en me disant ça peut toujours me faire quelques rentrées d'argent le temps de trouver le fameux Saint Graal CDI. À ce moment-là je venais d'arriver à Lyon, je connaissais personne et je postais des photos en fait sur Instagram de la ville de Lyon, etc. Et en fait j'ai commencé à me faire inviter à des soirées, à des trucs juste par ce biais-là en fait. C'est l'office du tourisme de Lyon qui récompensait les personnes qui faisaient un peu la promo de la ville. Donc moi ça n'avait jamais été mon intention, c'était juste pour le kiff en fait que je publiais les photos. Okay. Et en fait ils m'ont invité à des soirées où je me suis retrouvée avec d'autres Instagrammeurs et en fait on s'est rencontrés les uns les autres et on s'est rencontrés par le biais de la photo. Suite à ça j'ai donc une personne que j'ai rencontrée à une de ces soirées qui est revenue vers moi et qui à l'époque travaillait donc chez Foodora, donc tous les concurrents de Deliveroo, Uber Eats, etc. Et il m'a dit Mathilda on cherche un photographe, là on se développe à Lyon. Donc il venait d'arriver, c'était le moment où c'était le grand boom, ça démarrait. Et il dit voilà, on a tous les restos qu'on signe, il faut prendre des photos. Et j'étais en mode j'ai jamais fait de photos culinaires, mais pourquoi pas essayer? Donc j'ai fait un test avec eux, ça leur a plu, et c'est parti en fait. Et j'ai été leur photographe pendant 3 ans, si je me souviens bien. J'ai enchaîné plus de 200 restos à Lyon. Ah ouais, ça m'a fait mon expérience culinaire, on va dire. Tu t'es fait la main à la dure, quoi. D'accord. L'impulsion a été via les réseaux, mais ensuite c'est les contacts en réel qui t'ont vraiment donné du taf. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir un petit peu ce que j'ai mis en place de manière inconsciente pour m'amener du réseau. Parce que finalement, tout s'est fait par le réseau à ce moment-là. J'avais aucune compétence en marketing, j'avais aucune notion des prix, j'avais même aucune expérience en photo culinaire. J'avais rien de chez rien en fait. Et c'est juste la manière que j'ai eu en fait déjà de montrer que je faisais de la photo. C'est la première chose à faire en fait. Je fais des photos, je les montre, j'en parle, je sors, je rencontre des gens et j'en parle à ces gens et je montre à ces gens. Et en fait, rien que déjà en combinant tous ces trucs-là, il y a des gens qui se sont souvenus, qui ont vu et qui sont revenus vers moi. Ouais, c'est super important parce que c'est le truc dont je parle beaucoup dans mes vidéos où toutes les questions que j'ai relatives au business, c'est des questions comment je fais pour percer sur les réseaux. Ma réponse c'est toujours mais d'abord, est-ce que tu as un réseau en réel? Est-ce que tu parles aux gens? Est-ce que tu vois des vrais gens? C'est des vrais gens qui vont t'apporter du boulot. Ouais. C'est pas forcément des réseaux. Les réseaux, on cherche une audience. Si t'as pas une audience de fou, t'es pas forcément intéressant. Tes clients te trouvent pas par là. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je suis un grand avocat de remettre du réel, de la vie réelle dans notre démarche marketing. Et du coup, c'est super intéressant que tu dises ça, quoi. Ça m'a permis effectivement l'impulsion. J'ai jamais été influenceuse. Je veux dire, j'avais pas beaucoup de followers sur Instagram ou quoi que ce soit. Effectivement, j'ai visiblement eu la chance d'être invitée à certains endroits grâce aux actions que j'ai mises en place. Et ensuite, effectivement, c'est là que ça fait que j'ai rencontré des gens, qui fait que j'ai pu m'introduire dans ce réseau. J'ai Foodora qui fait que ça m'a amené plein de contacts dans les restos parce que j'en ai fait plus de 200. Et ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est comment je peux éventuellement intégrer
un réseau ou rencontrer facilement les personnes avec qui je veux travailler. Naturellement, j'ai rencontré les restaurateurs, donc forcément, il y en a derrière qui se sont souvenus de moi et qui m'ont rappelé, en fait, pour faire des photos et pour faire d'autres choses, en fait. Première question à Marie, je lui ai demandé en quoi la photographie est et reste importante pour un grand groupe de l'industrie du luxe comme l'Intercontinental. Pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on propose une expérience à nos clients. L'idée, c'est vraiment de susciter l'émerveillement et l'utilisation des photos va nous permettre de montrer des mises en situation et de montrer un petit peu ce que leur séjour peut représenter en venant chez nous. Et ça nous permet de mettre de la vie, de l'image sur finalement nos services. Tu as su prendre le créneau au bon moment parce que c'était vraiment le développement de toutes ces applis, Foodora, Uber, machin. Il y avait aussi d'autres concurrents. Donc il y avait aussi d'autres photographes. Ils m'ont rappelé moi, pourquoi? J'ai des restaurateurs qui m'ont donné la réponse, qui m'ont dit bah voilà, il y a plusieurs photographes qui sont venus, mais en fait ils devaient faire des photos de plats, hop, ils venaient, je posais le plat sur la table, ils prenaient la photo, ils repartaient. Et en fait ce qu'ils ont apprécié dans ma démarche, c'est que je me suis adaptée un petit peu quand le resto était joli, etc. C'était facile. Mais il y a des restos des fois où la déco était pas incroyable, le plat il avait pas forcément une présentation de dingue. En fait j'avais cette démarche de me dire ok, comment on va faire pour faire une belle photo? Et ils me disaient bon hop, est-ce qu'on peut sortir la table dehors? Voilà, vous avez des petits sets de table, ok on va mettre des petits sets de table, tiens est-ce que vous avez des petites graines, des plantes, des choses qu'on puisse mettre pour accessoiriser un peu le truc. Et en fait c'est ça qu'ils ont apprécié dans ma démarche derrière, c'est de se dire bon les autres photographes ils sont venus, ils ont pris leurs photos, ils sont partis, alors que toi t'as cherché à vraiment mettre en valeur le plat et voir comment faire en sorte que ça donne faim, que ça donne envie, même si entre guillemets, les conditions n'étaient pas réunies. Tu t'es différencié par vraiment la plus-value que t'apportais. C'est ça. Et notamment sur un truc qui est catégorisé un petit peu fast-food de la photo, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était vraiment il fallait faire du débit pour ce genre de resto. T'as quand même pris le temps d'offrir un service plus haut de gamme que ce que les autres proposaient. Ouais. Je sais que je vais avoir la question, on me l'a déjà demandé, donc va falloir y passer. On y va, le matos, pour débuter, qu'est-ce que t'as pris? Allez, on y va. On est parti. Globalement, après, pour débuter, justement, quand j'étais sur des shootings comme ça, j'étais pas sur du set studio avec des flashs, etc. Juste, j'arrivais avec mon réflexe. J'avais un objectif grand angle pour faire mes prises de vue du dessus avec les mises en scène. Et après, j'avais un objectif avec quoi je travaillais à l'époque. Je prenais peut-être juste mon 50 mm. Qui du coup était un 80 vu que j'avais pas un plein format, ou un petit téléobjectif quoi, un 85 mm, quelque chose comme ça pour avoir plus des focus sur les plats, et puis ensuite mon grand angle pour plus les vues d'ensemble de table avec d'autres plats quoi. Tu donnes le nom des marques, c'est débile mais les gens ils disent ouais mais elle était chez Canon, chez Sony, chez quoi? T'es obligé. À l'époque j'étais sur un Canon EOS 7D. T'es toujours resté chez Canon, toi, en fait? J'ai toujours été chez Canon. J'avais un 7D et il me semble bien que du coup, j'avais le Canon 50 mm. Le 7D, il était plein format, non? Non. C'est le 7D Mark II. Non, quoique non. Non, le 7D, il n'était pas format. Non. Ah ouais? Je croyais que tous les 1 chiffre, c'était plein format. 7D APS-C. Ah ouais? Écoute, tu vois. 7D APS-C. Mais je faisais beaucoup de photos, effectivement, avec mon 50 mm, et sinon, j'avais le 16-35 Canon f2.8 classique. Et après, je pense que je devais avoir un petit réflecteur. Tranquille, les petits newer ronds là. Oui, bien sûr, ça. Non. Bisous, bonsoir. Et c'est tout ce que j'avais. Un trépied aussi, très important. Ah, ça, oui. Très important, un trépied. Et si là, je peux en recommander un quand même, c'est les trépieds avec les bras comme ça qui se basculent. T'as tout compris, c'est les trépieds qui font ça. Les trépieds qui font ça, là, tu vois, et qui permettent de mettre l'appareil photo comme ça. Ouais, ah ouais, ça c'est top. Pour prendre les photos du dessus. Ouais, ça c'est top. Mais oui, il y a un setup de base qui t'a permis de débuter. Ouais, voilà. On tourne la parenthèse sur le matos? Ouais. Merci. On parlait de Foodora là où il y avait énormément de débit. J'ai demandé à Marie quels étaient leurs besoins à eux en termes de volume sur une échelle de temps en images et en photos. Alors pour la création de contenu original, on a beaucoup de nos photos qui sont faites sur toute la partie restauration de notre établissement. Du coup, ça va être à tous les changements de carte de notre offre F&B. Donc que ce soit pour le bar, le dôme avec les cocktails ou alors pour notre restaurant Epona. Donc on va dire qu'on est sur environ 3 sessions de grosses sessions shooting pour les changements de carte. Et sinon après, ça va plus être des actions ponctuelles en fonction de nos différentes actualités. Par exemple les shootings de Noël, shooting de printemps, avec la terrasse, ce genre de choses. Ok, c'est pas tant que je pensais en fait. On publie énormément de photos qu'on a en fait de l'ouverture qui ont été faites pour plutôt tout ce qui est chambre, mais là justement on est sur un objectif de les changer. Et sinon les shootings sur lesquels on travaille le plus régulièrement sont vraiment sur l'option food. Et sinon c'est des petits shootings qu'on fait nous à l'iPhone, donc qui sont pas pro. Je disais que Foodora c'était un petit peu quand même le fast-food de la photo.
Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit bon bah va falloir que je sorte de ça? Est-ce que Au début, je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire que il venait d'arriver sur Lyon, il y avait beaucoup de restos, ça m'arrivait de faire jusqu'à 5 restos par jour. Ah ouais. Donc j'avais énormément de volume. Donc à ce moment-là, même si on le sait, c'est des prestations qui sont clairement payées au rabais, ça me faisait quand même des grosses factures à la fin du mois. Et en plus, ça me faisait mon expérience. Donc, je me suis dit, go, on y va à fond, hop, on fait de la thune, et on engrange de l'expérience et du contact. Et c'est vrai qu'effectivement, après, la cadence a commencé à se ralentir. Et moi, en parallèle, j'ai commencé à avoir des prestats avec des clients en direct, du coup, qui étaient mieux rémunérés, plus intéressantes, etc. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, est-ce que là, ça vaudrait pas le coup, en fait, de laisser ça de côté et justement de me concentrer sur vraiment développer mon activité d'une manière beaucoup plus pérenne et avec des tarifs qui sont dans le marché, en fait. ouais, plus réaliste. Exactement. Parce que du coup, ça m'apportait plus de plus-value, en fait. J'avais déjà toute fait l'expérience. J'avais fait toute mon expérience, entre guillemets, grâce à ça. Et en fait, si derrière, c'était pour partir faire 3 heures de shooting et passer une demi-journée pour avoir 100 balles à la fin, franchement, ça valait plus le coup, quoi. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Moi, je dis 100 balles, mais je crois que c'était peut-être 150, mais c'était vraiment que dalle en vrai. C'était vraiment que dalle. Je sais qu'après, ils aimaient bien travailler avec moi, donc j'avais essayé de négocier un petit peu à un moment donné au niveau tarif. J'avais réussi à avoir, on va dire, une petite upgrade, mais en fait, c'était pas assez. Donc à un moment donné, j'ai dit, soit en fait, maintenant, je vous donne mes tarifs et on bosse avec mes tarifs, soit tant pis, trouver quelqu'un d'autre. Et tu douteras bien de ce qui s'est passé. Ils ont dit, on peut pas augmenter les tarifs. C'est particulier parce que je pense qu'en fait, c'est comme ceux qui ont fait les premières photos sur Airbnb, c'est des tarifs qui sont à cheval entre les tarifs dont tu as besoin pour vivre et les tarifs que les débutants vont pratiquer en disant ouais, je vais prendre 50 balles pour un mariage parce que ça me fait de l'expérience. Ouais. Or, tu es en train de détruire ton propre marché. Et eux, ils savent se positionner juste un peu au-dessus et juste un peu en dessous, tu vois. Parce que c'est pas non plus de l'exploitation pure. Ils détruisent le marché, mais ils savent se positionner pour dire il y a quand même une offre. C'est pas vraiment le truc au rabais. C'est toujours difficile parce qu'une fois que t'es installé, je pense que tu regardes ça et tu te dis putain, n'empêche. Aujourd'hui, les gens qui acceptent ces tarifs, c'est chaud parce que maintenant on vient et on me dit ah ouais mais l'autre il fait un shooting de 6 heures pour 100 balles, c'est pas normal que toi tu prennes ça alors que toi t'es au tarif du marché, tu vois. Question. Oui. Tu venais de Foodora où c'était ta première expérience. Comment t'as réalisé justement, on en parlait, les véritables prix du marché? Comment t'as fait tes premières facturations? Comment t'as commencé à réfléchir à ton pricing? Pricing, yeah. The pricing. Comment t'as réfléchi en fait à vraiment les tarifs que t'allais pouvoir pratiquer alors que tu débutais et que t'avais peut-être une vision biaisée par le fait d'être passé par Foodora. Alors on dit beaucoup Foodora, je sais pas si ça existe encore, mais non, enfin ça n'existe plus. Ça va, en tout cas, pas en France. On n'a pas peur de leur faire de la pub, au moins c'est pas sponsorisé puisqu'ils n'existent plus. Ouais. Pas du tout, ils ont complètement coulé. Depuis que t'es parti, j'ai arrêté de bosser avec eux et ils ont coulé quelques mois plus tard. Alors je ne dis ça, je ne dis rien. Ouais, en fait, ce qui m'a aidé après à réaliser, on va dire les prix du marché par rapport à ça, c'est d'avoir rencontré d'autres photographes professionnels. Et le fait d'avoir ce réseau-là et de discuter avec des personnes plus expérimentées, je sais que moi au début je partais sur certains tarifs et au début je sais quand on n'a pas de clients, on peut avoir vite fait tendance à tirer nos prix vers le bas parce qu'on se dit oui mais comment je vais avoir des clients et ils voudront jamais payer ce prix-là. Enfin moi aussi je suis passée par là et en fait limite je me suis fait engueuler en fait par d'autres photographes qui m'ont dit mais tu peux pas faire des tarifs comme ça, c'est pas possible parce que non seulement tu ruines le marché mais en plus tu te desserres à toi-même parce qu'à partir du moment où tu commences à te faire un réseau avec des tarifs bas, après t'es coincé, tu vois. Donc j'avais voulu faire des formules etc et j'avais rencontré plusieurs photographes, je leur en avais parlé et voilà ce qu'ils m'ont dit quoi. Non mais cette leçon c'est une des plus importantes là depuis cet été en fait, enfin depuis un moment. J'essaie d'écrire justement une formation sur toutes mes années de freelance. Ouais. Pour apprendre justement aux gens et de cette chose de pricing, c'est le truc qui me pose le plus de problèmes. Comment je mets dans la tête des gens qu'ils doivent se valoriser. Alors oui, cette formation, ça fait longtemps que j'en parle. Date de sortie, un jour. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Je me suis dit, allez, je vais résumer tout ce que j'ai appris en 15 ans de freelance. Et je réalise, mais j'ai appris des tas de choses. Et du coup, c'est extrêmement long. Tu mets un point essentiel puisque j'ai appris de la même façon. C'est les autres qui m'ont tapé sur les doigts. D'ailleurs, tiens, petit point promo. T'as vu comment je le place? C'est magnifique. Si tu veux du mentorat, t'en proposes toi justement sur la food photo, mais sur le métier de photographe en général. Ouais, sur la partie marketing business aussi justement, parce que c'est ça qui est intéressant. Et on disait, c'est le fait de pouvoir voir comment je vais faire mes devis, mes factures, comment je vais pricer, comment je vais aborder le client, comment je vais discuter avec lui. Toutes ces questions qu'on n'a pas le temps d'aborder en plus profondément et surtout adaptées à ton cas. Comment on fait? On t'envoie un email?
Genre, on mettra en description parce que là je la vois en désespoir. J'avais pas prévu. Attends, comment on fait Ok, je te mettrai en description si tu veux contacter Mathilda pour ça. Ou un DM Insta, quoi. Ou un DM Insta, tout simplement. Du coup, je t'ai interrompu, mais ouais, enfin, on t'a donné une bonne leçon et voilà, ça t'a mis sur les rails. Très important de bien s'entourer. Et après, je dirais intégrer aussi des groupes Facebook. Je pense notamment à un groupe Facebook qui s'appelle, je crois, Devis Excel. Ça existe encore, Facebook ? Eh ouais. Ouais, et mine de rien, c'est quand même super intéressant parce que sur ce groupe-là, alors faudra que je redonne le lien au pire, mais je crois que ça s'appelle Devis Excel quelque chose. Et en fait, c'est une grosse communauté de photographes professionnels. Ils vont parler beaucoup tarification, en fait. Et il y a plein de gens qui vont venir demander conseil justement sur leur devis, sur leur pricing. Top. Et il va y avoir justement ce phénomène de gens qui vont dire « Ouh là là, mais là tu peux pas facturer ça, c'est complètement en dessous du marché, tu vas tout ruiner. » Et à la fois, il y a beaucoup de ressources, il y a plein de documents en fait qui sont partagés en termes de comment facturer ses droits, comment faire un devis, avec plein de modèles en fait de factures, de devis et de plein de choses. Et ça, pour les photographes, vraiment, ce groupe, je le recommande. Bon, on arrive aux questions cruciales. Comment fait Marie et l'équipe communication pour sélectionner les photographes avec qui ils veulent collaborer? Est-ce qu'ils cherchent des gens avec des styles bien à eux, qui apportent leur vision, ou plutôt quelqu'un capable de coller à leur charte graphique? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les books photos, enfin on regarde les autres établissements aussi avec lesquels les photographes ont pu travailler. Comme ça, on a une idée de leur style de photo, s'ils sont plutôt spécialisés lifestyle, food, ce genre de choses. Et après, nous, ça va vraiment être en fonction de l'univers qu'on veut mettre en avant. En général, on a des moodboards un petit peu du style de photo qu'on veut faire et on regarde si ça peut matcher du coup avec le photographe. Et aussi après, ça va être en les rencontrant, en voyant si le feeling passe bien et si finalement leur univers correspond aussi au nôtre. On est plutôt dans le mélange un petit peu. On a quand même une cohérence, on va dire, surtout par exemple nos réseaux sociaux, on a une cohérence qui va être plutôt autour des couleurs en fonction des saisons. Et du coup, après, on va plus s'attarder du coup sur le style de photographie. Si par exemple, on veut plutôt un photographe qui a l'habitude de travailler avec des gens, donc avec de l'humain pour ajouter de la vie sur les photos, ou alors si on fait quelque chose de très net, très neutre. Par exemple, pour les chambres, on reste sur des photos qui sont assez carré, nickel, où on n'a pas de plis, on n'a rien qui dépasse et on n'a pas d'humain, alors que sur les photos food, on va ajouter des mains par-ci par-là, on va essayer de plus prendre de temps à trouver comment rajouter de la vie, alors que sur la partie plus chambre, on va être plus nickel, très propre. Ça me stresse qu'il y ait des poils qui volent là, depuis tout à l'heure. Oui, c'est les poils de mon chat, c'est bon. Là, je vois le petit truc. Oui, elle aime bien les bonnettes. Ok. Et ce matin, elle se frottait dessus. Je ne veux pas savoir sa vie privée. Ça ne me regarde pas. J'ai été confrontée quand même à quelques challenges parce que jusque-là, tout s'était fait un petit peu tout seul. Et naturellement. On va dire qu'au bout de la 2e, 3e année, en fait, je me suis rendu compte que les clients, ils pouvaient pas toujours venir tout seuls. Et que finalement, ce que j'avais mis en place de manière un petit peu inconsciente et naturelle, c'était pas hyper fiable. Ouais, tu t'étais reposé sur tes premiers acquis, ouais, sans réfléchir à vraiment faire du marketing pour toi. C'est ça. À ce moment-là, en fait, j'avais effectivement bénéficié de conseils de photographes, mais j'avais toujours aucune notion en marketing, en négociation, en vente, etc. Et là, je me rendais compte que ça me faisait défaut, parce que j'étais toujours en mode, visiblement, je sais pas trop comment négocier, je sais pas comment aller chercher des clients, et quand ils viennent pas tout seuls, en fait, il se passe rien. Ça, c'est le truc à réaliser, c'est la plus grande leçon, en fait. C'est que c'est chez Mathilda, ça a été chez moi, c'est ce moment où tu réalises qu'en fait, être photographe ou être graphiste ou n'importe quoi, c'est différent que d'avoir une entreprise. Et ce switch mental où tu te dis mais en fait je suis pas un artiste mais en fait j'ai une boîte et je dois apprendre à la faire tourner, c'est toujours le moment le plus effrayant dans le parcours de quand on se lance. Et surtout, comme tu dis, ça peut venir plusieurs années après s'être lancé en fait. Ouais. En avoir conscience dès le départ, s'il y a qu'une leçon à te donner, c'est ça. C'est là, si t'es pas encore lancé, dis-toi qu'il y a une différence entre ce que tu fais artistiquement et ce que tu vas devoir faire en tant qu'entreprise. De la même manière, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, vu que c'est des métiers qui sont artistiques et créatifs, qui vont se dire je fais ça parce que ça va me permettre de faire mon métier à plein temps et à 100% et de faire vraiment ce que j'aime tout le temps. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous voulez juste faire de la photo et pas vous coller à la partie business, mais vous mettez pas indépendant en fait. Je pense que derrière, il faut considérer ce truc-là, de se dire ok, si vraiment j'ai envie d'être photographe et d'en vivre et de travailler par exemple sur du B2B avec des clients, etc., il faut prendre en compte qu'il y aura cette partie business à considérer et qui va aussi demander du temps, de l'implication, de l'énergie. Il faut savoir un petit peu après où se situent les priorités et se dire est-ce que j'ai juste envie de faire de la photo et de pas m'en soucier et je préfère avoir un CDI à côté parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec l'entrepreneuriat,
ou est-ce que l'entrepreneuriat, bah ça va m'intéresser aussi, et du coup là je suis prêt à y aller. Je pense qu'il y a ces questions-là qu'il faut vraiment se poser parce qu'il y a plein de photographes qui se lancent et qui attendent que ça vienne et qui n'ont pas envie du tout de faire cette partie commerciale. Et dans ce cas-là, ben, c'est normal qu'ils galèrent en fait. Ah oui, tu vas aller au-devant de beaucoup de tristesse, hein. Ça c'est clair. C'est ça. Je dis pas que c'est impossible sans la partie business. Il y en a qui vont être représentés par des agents. Il y en a qui vont avoir de la chance tout le temps, entre guillemets. Mais faut pas compter là-dessus en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, là, t'es dans ta 3e, 4e année, tu vois que ça descend un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai commencé à me renseigner justement sur des formations business, entrepreneuriat, etc. En me disant, bon, bah là, j'aimerais bien savoir mieux comment négocier, mieux comment me pricer aussi, même si j'ai eu des conseils, bah, j'ai envie d'avoir plus confiance en fait dans ces choses-là. Puis ensuite, mieux savoir comment parler de mon activité, comment mieux vendre mes services, etc. etc. T'es allé sur mon site, t'as vu formation bientôt sur le business un jour, c'était il y a 10 ans. Je dis, bon, je vais peut-être en prendre une autre. Sorti le 31 février. Parfait. C'était pile poil la date 2035. horizon 2035. J'ai fait une première formation c'était un gros bootcamp sur 3 jours où on avait vraiment un petit peu tout poncé et tout vu. Ça m'avait déjà apporté une bonne première dynamique. En plus, j'avais fait du réseau à ce moment-là, donc ça m'avait bien relancé. Et en fait, après, j'ai jamais arrêté d'en faire. Parce que justement, ça m'avait mis le pied à l'étrier, mais j'avais trouvé que, voilà, on avait fait 3 jours, on avait vu un peu tout, et on avait pu aller en profondeur sur un peu rien. Ouais. Donc après, j'ai fait d'autres formations plus ciblées, en fait, d'autres peut-être plus ciblées mindset, pour vraiment détruire un petit peu toutes les pensées limitantes et toutes les choses qui faisaient que je me bloquais moi-même toute seule psychologiquement. Après, j'ai fait des choses un petit peu plus concrètes, c'est-à-dire que, par exemple, en 2020, j'ai fait une formation vraiment axée sur le positionnement. Et là, pour vraiment dire, ok, comment je me positionne vis-à-vis de mes clients, comment je parle de moi, de mes services, à qui je m'adresse exactement, quel type d'offre je propose à mes clients, pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré. Et surtout, je voulais que ce soit naturel pour moi, au moment où je rencontrais des gens, de parler ce que je faisais, et pour que ça soit clair, et qu'en même temps, ça donne envie, en fait. Donc ça a été un gros travail qui m'a pris 1 an, il faut le dire. Et derrière, c'est suite vraiment à cette formation-là que là, bim, il y a un gap qui s'est passé en fait. Ouais. Donc ça, c'était en 2020, donc c'était au bout de 5 ans. Et donc là, t'as level up et tu t'es dit, bah, je vais peut-être toucher une clientèle différente justement par ton positionnement. Tu t'es dit, je vais peut-être aller vers des restos un petit peu plus étoilés, comme on a fait dans notre dernière vidéo ouais. à l'Hôtel Dieu. En fait, je pense que avant, c'était un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que je prenais ce qui venait. Et j'avais pas vraiment de choix décisif sur mes clients. C'est en mode, ils arrivent, je prends, et voilà, c'est tout. Et suite à cette formation-là de positionnement, j'ai vraiment pu définir avec quel client je voulais travailler. Et c'est là que je me suis dit, bon bah ok, en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de travailler vraiment avec du haut de gamme, avec de l'excellence, avec voilà, ce côté sens du détail, où vraiment on fait une scène dans laquelle on va être immergé. J'ai vraiment aussi cette notion de storytelling et de montée en gamme qui s'est révélée à moi à ce moment-là, où je me suis dit, qu'est-ce que j'apporte comme transformation à mes clients? Bah ouais, en fait, je leur permets de monter en gamme, de passer au niveau supérieur, et en fait, visuellement, et à la fois dans la valeur perçue en fait de leur service ou de leur produit. Après, voilà, j'ai envie de travailler avec des personnes soit qui ont envie d'atteindre ce niveau d'excellence, soit qui y sont déjà, et dans ce cas-là, on va vraiment être dans cette prolongation d'expérience client à travers la photo. Nouvelle question à Marie, quel est le canal de communication qu'ils vont privilégier lorsqu'on veut rentrer en contact avec eux? Alors ça, c'est pareil, c'est très varié parce qu'on reçoit beaucoup de propositions de photographes justement sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Instagram. Moi, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je préfère avoir une demande par exemple par mail. C'est vraiment personnel. Comme ça, je vais directement sur le portfolio, etc. Et puis, c'est vraiment dans mon temps, on va dire, de travail. Alors que sur les réseaux sociaux, bah, je peux être en train de regarder des trucs perso. Et du coup, je peux, entre guillemets, oublier et me dire je le regarderai demain. Et finalement, j'oublie de regarder demain. On fait des recherches pour avoir des photographes, mais on a aussi beaucoup de personnes qui nous contactent et avec qui on peut travailler sur des projets. Donc, soit plus d'un point de vue ponctuel, soit sur des éléments plus sur le long terme. Donc c'est vraiment au feeling qu'on va avoir avec la personne, les établissements avec lesquels il a pu travailler, ce genre de choses. Oh là, je m'incruste un petit peu, juste pour te dire que pour ma part aussi, je privilégie toujours l'email. Pas que les adeptes des DM Insta ont forcément tort, mais sur le temps long, très clairement, moi c'est les emails qui m'ont rapporté 95% de ma clientèle. Donc pour ma boîte de production vidéo en B2B. Donc j'utilise des réseaux et majoritairement LinkedIn uniquement pour trouver les personnes qualifiées à qui m'adresser. Parce que jamais je vais envoyer un email à juste contact @ la boîte avec qui je veux bosser. Non, je vais aller chercher en ligne le profil du ou de la responsable de communication, du directeur ou de la directrice artistique, etc.
Voilà, les emails, c'est ce qu'il y a justement de plus pro. Après, effectivement, des DM Insta, des trucs comme ça, peut-être pour avoir une première conversation, mais ça bascule toujours sur un email. Voilà, c'était mon petit point, je te laisse tranquille, je repars. Comment t'as fait t'as ton premier pas justement pour contacter des restos de ce type? Alors c'était justement dans le cadre de cette formation-là, puisque j'ai été amenée justement à travailler sur mon avatar client, sur mes offres et ce que je voulais construire. Et en fait, ça a été vraiment dans une démarche de co-construction à la base, où je me suis retrouvée à contacter des établissements, pas pour leur dire « coucou, j'ai un truc à vous vendre », mais plus pour leur dire voilà, aujourd'hui je suis en train de retravailler mon positionnement, je suis en train de voir comment construire des offres qui puissent être utiles aux personnes avec qui je travaille. Il se trouve que j'ai envie de travailler avec des établissements comme le vôtre. Est-ce que vous seriez juste disponible pour qu'on échange, pour que moi je puisse prendre connaissance de vos besoins, de vos problématiques, de toutes ces choses-là en fait, pour que moi ça me permette de construire une offre qui soit vraiment utile à mes clients. Et en fait je les ai contactés vraiment dans cette démarche-là où j'avais rien à leur vendre et où je leur demandais juste s'ils avaient un petit peu de temps à m'accorder pour répondre à mes questions et pour m'aider moi. C'est ça, en fait, tu les as inclus dans ton propre processus, voilà. Et savoir ce qu'ils avaient besoin, ce qui leur permet eux-mêmes de réfléchir à quoi ils ont besoin en plus. Exactement. Et en fait c'est super intéressant parce que du coup ça a amené vraiment un échange où eux aussi se sont sentis écoutés en fait dans leurs besoins, leurs problématiques. Je dis pas que c'est arrivé pour tous, mais il y en a qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit bon en fait voilà, ça nous a bien plu cet échange, je vois que vous avez pris le temps de vous intéresser à nos problématiques, etc. Puis il se trouve que là en ce moment en fait on aurait besoin de faire un shooting photo, donc est-ce que vous pouvez nous faire un devis? C'est tout gagnant, c'est gagnant pour toi parce que t'as été recontacté et même pour eux, comme je dis, même si tu recontactes pas toi, au moins ça les a permis de réfléchir un petit peu à leurs besoins, à ce qu'ils ont. C'est exactement ça, et dans le sens où j'avais aussi dans le sens où ça m'a aussi permis en ayant toutes ces informations, moi de me dire ok, je vais pouvoir mieux cibler mon discours après pour avoir quelque chose qui va me permettre de vendre. Et là, si je peux dire le petit truc en plus qui fait que ça a marché avec ce client, donc qui était un hôtel étoilé, c'est qu'en fait j'étais déjà allée chez eux, j'avais pris un petit chocolat chaud, etc. Et en fait j'avais pris des photos. Ce qui fait qu'à l'instant où je leur ai aussi proposé ce deal-là, j'ai dit au fait, voilà, je suis passée chez vous, j'ai pris 2-3 photos, écoutez, voilà, pour vous remercier du temps que vous m'avez accordé, je vous les donne ces cadeaux. D'accord. Et je leur ai donné 2 photos en fait. Et je pense que ce qui a joué là-dedans, c'est qu'ils se sont dit ok, bon non seulement elle m'a pas contacté d'une manière random pour me vendre un truc, elle est vraiment venue chez moi, elle a vécu l'expérience, elle a apprécié, elle a pris des photos, et là elle me les file. Ce qui fait que déjà il y a le côté un peu cadeau, t'es content, mais en plus de ça, il y a le côté projection, parce qu'ils se disent ah ouais, voilà ce qu'elle a été capable de faire avec notre produit dans notre établissement. Tout de suite, ça inspire confiance, parce que ils savent que je m'intéresse pour de vrai et que c'est pas un truc random adressé à tout le monde, et en même temps, ils ont la projection, ils voient ce que ça peut donner, donc ça les rassure quant au fait de demander une prestation en fait. Suite à ce premier contrat avec cet hôtel-là, on va dire que c'est vraiment le premier que j'ai eu en mode haut de gamme. Ce qui est cool, c'est que ça a fait un petit peu effet ricochet. Ouais, ça a réaligné en plus ton portfolio. Ça a réaligné mon portfolio, donc ça m'a permis d'avoir de nouvelles images avec de nouvelles références. Et ensuite, plus on a de références, plus ça inspire confiance. Donc j'ai pu toucher aussi, grâce on va dire à ce process dont je parlais, aussi d'autres établissements. Mais le truc cool qui marche bien, et ça pour le coup une grosse recommandation que je fais, c'est que cet hôtel qui a aussi une audience et donc des personnes dans le milieu qui le suivent, en postant mes images sur Instagram et en m'identifiant sur ces images, ça m'a apporté d'autres clients. Et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est que si vous travaillez avec des restos ou des hôtels, faites en sorte qu'à chaque fois qu'ils utilisent vos images, ils vous mentionnent dessus. Parce que moi, du coup, j'ai d'autres établissements étoilés, ou même des fournisseurs, genre fournisseurs de vaisselle, ou de choses comme ça, qui m'ont appelé derrière en mode, voilà, en fait, typiquement, la personne, en fait, la marque avec qui ils travaillent pour la vaisselle et les assiettes, eux, en fait, ils m'ont contacté pour faire des photos, parce qu'ils se sont aussi projetés directement. J'avais fait des photos avec leurs produits dans cet établissement. On a vu vos photos sur le compte de machin avec nos produits, on voudrait un devis. Donc ça, c'est un truc qui est pas négligeable, parce que juste avec ce client, ça a dû m'en rapporter jusque-là, donc c'était en 2020 la première fois, et d'autant plus avec le Covid et tout, ça a dû m'en rapporter au moins 5 autres. Ton client fait ta propre pub. Ça, c'est ouais, et en déjà fait, par le bouche à oreille, parce qu'ils se parlent tous, mais aussi par les réseaux, quoi, tout simplement. C'est ça. Et en fait, moi je pars du principe que voilà, je suis pas influenceuse, j'ai pas forcément une stratégie hyper poussée sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je me dis, c'est finalement via les réseaux sociaux des autres que j'ai pu avoir des clients. Moi, je me suis pas mis la pression avec mon compte Insta. J'aimerais bien être plus régulière, faire plus de posts, etc. Parce que c'est quand même toujours important d'être à jour et de montrer qu'on est toujours vivant. Parce que sinon, les gens ne nous contactent pas. S'ils voient que le compte Insta est pas actif depuis 1 an, ils vont se dire bon, elle est plus dans la nature. Mais par contre, ce qui est important, c'est juste d'avoir au moins ne serait-ce qu'une vitrine qui fasse que quand on arrive sur votre Insta, on voit ce que vous faites et on peut se projeter. Et on voit qu'il y a quand même si c'est pas régulier, que de temps en temps, il y a quand même des updates, il y a quand même des stories, il y a quand même des choses qui font qu'on se dise ah ouais, en fait, elle bosse et elle continue de bosser.
Allez, dernière question pour Marie. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire appel de nouveau, voire régulièrement, aux mêmes prestataires? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qu'ils font ou est-ce qu'ils préfèrent changer à chaque fois? On fait les deux. En tout cas, on a fait les deux. On a travaillé pendant très longtemps avec du coup les mêmes photographes. Depuis environ 6 mois, on a eu la volonté aussi de voir un peu les autres styles qu'on pouvait avoir. Ce qui peut être intéressant pour prolonger les collaborations, c'est d'avoir des petits avantages, on va dire, entre nous parce qu'on se connaît bien avec un photographe. Du coup, on peut parfois être plus dans le last minute si jamais il y a des disponibilités. C'est aussi une relation de confiance qu'on entretient avec les deux parties. Par exemple, l'année dernière, quand on a travaillé avec Mathilda pour les photos de la bûche de Noël, on l'a appelée un petit peu en last minute parce que la bûche était prête à ce moment-là et qu'on pouvait shooter et qu'elle était disponible et que ça s'est arrangé. Notre objectif, c'est vraiment de créer des bonnes relations avec les photographes avec lesquels on travaille, pour ensuite trouver tous un bon rythme ensemble. Et après, c'est vrai que nous, ces temps-ci, on s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui va être vidéo. Du coup, c'est vrai que si on a des photographes qui peuvent aussi travailler sur la partie vidéo, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, pour mettre le mélange de tout ça, qui est super important, aussi bien sur les sites que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est top. Bon, du coup, je suis désolée, mais on va devoir refaire un point matos et process. Parce que forcément, vu que j'ai upgradé, on va dire, la clientèle, il a fallu que j'upgrade aussi le process de travail et le rendu des images. D'accord, donc tu t'es acheté du nouveau matos. J'ai effectivement acheté du nouveau matos. Et ben voilà. Donc, non, mais si, je sais que c'est important le matériel, et surtout quand tu te professionnalises. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui débutent ou qui sont en amateur, mais qu'est-ce que je dois acheter comme un appareil, et qui s'empêchent de faire de la photo parce qu'ils se disent j'ai pas le matos nécessaire. Quand t'es professionnel, évidemment que tu vas déjà au plus efficace, à ce qui va te faire gagner du temps et à ce qui va augmenter la qualité de ce que tu vas produire pour tes clients. Alors maintenant, je suis sur un Canon 5D Mark IV avec, donc j'ai toujours le 16-35, toujours fidèle au Mais poste. déjà, rien que ça, Mathilda est professionnelle. Elle bosse avec des grands comptes, des grands restos et tout. Elle est sur le 5D Mark IV. Alors elle le réalise pas parce qu'elle elle regarde pas les reviews techniques machin. Non, mais je sais que je suis encore à la ramasse, je sais. C'est ça. C'est ça. Donc tu vois que en fait encore cet appareil, il correspond mais à la réalité du marché d'aujourd'hui. Ouais, on est encore juste plein à bosser avec ça, clairement. Mais bien sûr. J'aimerais bien m'acheter le R5, R6, R machin, tout ce qu'on veut là, mais pour l'instant, mais en fait, c'est pas la prio. C'est surtout une dépense inutile. Ça va pas augmenter la qualité de ta production. Par contre, des nouvelles lumières, des choses comme ça oui. Complètement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi du coup dans un kit de flash. J'ai investi dans aussi de meilleurs objectifs, tout simplement. Justement, à force de pratiquer et de faire plein de restos, etc., je me suis dit, les focales fixes, c'est vraiment top. Mais à un moment donné, si j'ai vraiment besoin d'être efficace et de travailler rapidement, bah en fait, j'ai investi dans un 24-70, f2.8, Canon, série L, c'est bon, on a toutes les infos. Et en fait, cet objectif est incroyable parce que à la fois, je bénéficie vraiment d'une qualité d'exception, et en même temps, c'est un objectif qui me permet d'être hyper polyvalente, et j'ai beaucoup moins à perdre du temps, à changer les objectifs, les machins, les trucs, et je travaille beaucoup mieux, quoi. Écoute ça. Tu l'entends de ma bouche sur la chaîne, et tu dis ah oui, pourquoi il dit ça? Mais les professionnels, ça pense comme ça. Elle s'est pas dit oui, je vais l'acheter parce que c'est le dernier, c'est le meilleur, il a un... Non, elle dit qu'est-ce que j'ai besoin pour être plus polyvalente, pour gagner du temps dans ma production. C'est la seule question à se poser en fait, et c'est les raisons pour lesquelles on achète du matériel. Non, et mon 1635, je pense qu'il date de l'avant-guerre, enfin, en vrai, hein, ça doit être la première édition, fait très bien le boulot, hein. Y a pas de souci, y a pas besoin de plus. Hein. Exactement. Donc j'ai celui-là, et après j'ai quand même mon 100 mm macro, qui est toujours un indispensable quand vraiment je fais des focus plats ou des choses comme ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai ces 3 objectifs là maintenant que j'ai toujours avec moi. J'ai mon kit de flash, donc 2 flashs parapluie, et ensuite j'ai aussi mon réflecteur, le fameux, l'unique, et j'en ai un très 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 grand aussi, si vraiment j'ai besoin de diffuser une plus grosse scène, etc. On a déjà parlé un petit peu matos dans la dernière vidéo, donc les gens ça. iront voir. La question, c'est pas le matériel compte ou il compte pas, il compte forcément, mais en quoi il compte? C'est ça la question à se poser. Ouais. Et ce qui me vient là par rapport à ça, c'est justement, par exemple, avant quand je travaillais avec Foodora et que j'étais en mode full lumière naturelle, bon bah c'est très bien, mais j'étais très dépendante des conditions extérieures, et donc bah si un jour il fait moche, si un jour la lumière est très changeante, si le restaurant est très sombre, bah, je me retrouvais vite bloquée dans certaines situations parce que je devais forcer sur les ISO et que dans ce cas-là la qualité était dégueulasse, ou des fois la lumière arrive juste pas dans le bon sens et c'est moche en fait. Donc là, en travaillant avec les flashs, ce qui est bien, c'est que je m'affranchis complètement de ce truc-là et je me dis ok, j'arrive, hop, j'ai mes petites habitudes, je pose mes flashs, et en fait il y a plus de doute de me dire ah ouais, mais est-ce que mes photos elles vont rendre bien parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Non, en fait j'arrive, je pose mes flashs, je sais que le résultat il sera ouf quelles que soient les conditions. Ça me fait aussi gagner du temps parce que quand t'as jamais les mêmes conditions lumineuses, tu dois tout le temps réadapter, tu passes du temps, tu testes dans un sens, tu testes dans l'autre. Là j'arrive, je pose, c'est fini en fait. Donc gain de temps, on gain revient, de productivité. voilà, gain de productivité et gain de qualité
aussi. En plus. Donc c'est vraiment les deux ensemble qui font que ça fonctionne bien. J'ai juste aussi d'autres challenges aujourd'hui, c'est-à-dire que là où j'avais eu un petit peu mes techniques, on va dire, de prospection de 2020, là je suis un petit peu en train de revoir ça maintenant en 2023 pour faire de la prospection peut-être un peu plus active vis-à-vis des clients, en fait, vraiment en approchant justement des gens via Instagram ou par email, et pour vraiment avoir cette démarche de leur proposer de la valeur. On aurait tendance à croire en fait que passer à certains stades, c'est bon, on est le roi du pétrole et tout se passe bien, et en fait, même malgré tout ça, ouais, en fait c'est un travail constant, et même malgré tout ça, j'ai encore été confrontée à certaines difficultés, à des périodes plus creuses. Enfin, faut jamais se dire que hop, c'est parti et c'est acquis. Et en fait, aujourd'hui, j'ai aussi, j'ai passé un step, mais j'ai encore envie de passer le step du dessus. Donc maintenant, je suis dans une phase où je me dis, bon comment je peux aller encore plus loin dans mes démarches pour réussir à avoir ces clients encore plus haut de gamme en fait. Donc forcément ça me pousse à revoir encore mes stratégies et à me dire est-ce que je peux pas faire une prospection un petit peu plus active et un petit peu plus efficace en fait. Là où avant j'étais vraiment dans cette démarche d'échange, ok c'est cool, aujourd'hui je suis toujours dans une démarche d'échange, mais voilà, est-ce que j'ai pas un moyen de donner encore plus un aperçu en fait de mon travail pour ensuite pouvoir encore mieux vendre une prestation super haut de gamme derrière. Donc là, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, et avec un objectif de décrocher aussi des premières prestations à l'international. Madame s'exporte. Excusez-nous. Poussez-vous. Poussez-vous. Dis donc, le challenge aujourd'hui, c'est que justement, j'ai pas du tout... Là, jusque-là, j'ai compté beaucoup sur mon réseau aussi à Lyon qui m'a aidé. Donc là, j'ai zéro réseau ailleurs. Donc tout est à faire. Et c'est pour ça que là, il faut que je trouve quelque chose de pertinent et de plus pushy, entre guillemets, pour que ça fonctionne. Intéressant. Ça va être l'occasion de faire de prochaines vidéos là-dessus. Comment tu t'es exporté à l'étranger Exactement. Ici, allez, 3 mois. Allez. Et du coup, c'est toutes les étapes qui t'ont permis d'être là où tu en es aujourd'hui. Comment tu vois justement un petit peu l'avenir sur la photo culinaire? Est-ce que tu penses que c'est toujours un créneau? Est-ce que c'est vraiment un secteur qui va être bouleversé par l'IA? Je pense qu'il faut juste savoir vivre avec son temps. C'est-à-dire que on peut pas, avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui et justement d'optimisation de plein de process et de plein de choses, on peut pas travailler aujourd'hui comme on travaillait il y a 10 ans. Et je pense que c'est ça dont il faut avoir conscience, parce que toutes les personnes qui vont rester, entre guillemets, puristes de c'était mieux avant, en fait ça va devenir obsolète, parce qu'aujourd'hui grâce à l'IA on peut gagner du temps sur la retouche des photos, sur le tri des photos, et en fait si on prend pas ce créneau aujourd'hui et qu'on décide de se mettre contre l'IA, en fait ça va aller contre nous, parce que en fait c'est d'autant plus dans une ère où il y a de plus en plus de créateurs de contenu, de plus en plus de personnes qui s'improvisent photographes, qui font des photos avec leur téléphone, qui font des photos avec n'importe quel appareil random et qui vont aller vendre des services, ça va forcément à un moment donné tirer les prix vers le bas en fait. Je pense qu'il faut avoir cette conscience de se dire ok, si moi je continue entre guillemets en gardant en tête que je dois quand même facturer un certain montant à l'heure pour être rentable, si on passe trop de temps à faire trop de choses, on pourra plus vendre nos services, parce que la personne d'à côté, elle le fera 10 fois plus vite que nous en fait. Donc je pense que c'est toujours important de réfléchir à comment optimiser nos process pour à la fois travailler toujours plus rapidement et à la fois délivrer toujours plus de valeur et toujours plus de qualité. C'est-à-dire que il y a peut-être maintenant de plus en plus d'influenceurs qui vont faire des photos iPhone, et où du coup les entreprises elles vont moins voir la plus-value d'un photographe, parce qu'elles vont se dire oui en fait j'invite un influenceur pour un week-end, il a tout gratos et il me fait des photos de ouf, donc pourquoi je te paierais toi en fait. C'est pour ça que pour moi c'est super important de dire ok, moi j'optimise mes process et donc je vais me servir de l'IA pour travailler plus efficacement et travailler plus vite, mais à la fois travailler ma plus-value et de me dire qu'est-ce que j'ai de plus que cet influenceur, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus et quelle transformation je vais apporter à mon client en fait. Et c'est pour ça que toute la partie pour moi marketing et vente est aussi super importante, pour que derrière on ait cette bonne balance en mode en fait je peux toujours proposer quelque chose de compétitif et d'attractif sans m'épuiser et ne pas être rentable parce que j'ai décidé d'être contre l'IA et de tout faire moi-même, et à la fois toujours travailler cette plus-value pour ne pas se laisser dépasser par ceux qui en importent moins, entre guillemets. Ok, ce serait un grand débat, puisque on n'est pas forcément... Enfin, moi, je suis le vieil aigri de l'IA. Pour donner très rapidement mon point de vue, je suis totalement d'accord sur le fait que quand l'IA est une augmentation des outils qu'on a déjà, le problème soulevé est un petit peu différent si on se place d'un point de vue et éthique et philosophique, en fait. Je crois qu'on est déjà à 1 heure de trucs. Laisse tomber, c'est trop compliqué. Je vais y rester le mec mystérieux. Regardez ma dernière vidéo. Si je peux juste rajouter un truc, quand je parle de l'IA, c'est pas forcément demander à l'IA de faire nos photos à notre place. C'est de garder l'âme de notre travail, mais de se dire tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, je peux le confier à l'IA. Exactement, c'est ça. Donc l'amélioration des outils qui existent déjà en fait. Ça, c'est pas un problème en fait en soi. Et c'est justement intéressant de dire ça, parce que les gens qui pensent comme moi
profondément, mais qui n'ont pas réfléchi au truc, ils ont une attitude de rejet total. Ouais, et du complètement. coup, ils se disent ah bah non, les outils machin, tout est mauvais. Non, il y a des tas de choses qui vont être formidables grâce à l'IA. C'est juste que je lis depuis tellement d'années de choses là-dessus et je sais à quel point les bouleversements vont être profonds sur des tas de choses que y a quand même des barrières à créer. Maintenant, au niveau de la performance et de la productivité, il faut prendre tous les outils qui sont, et les outils d'IA, ils sont extraordinaires là-dessus. Pour ne donner juste que l'exemple du tri des photos, où je me dis, ben voilà, j'ai passé une journée, j'ai fait 1400 photos, je vais passer la journée à les trier. Exactement. Bon, bah si l'IA peut le faire pour moi et qu'en 1 heure c'est plié, Mais voilà, bien sûr. Là, bien sûr qu'on Mais y bien va, sûr, tu vois. ouais, et j'entends déjà des gens hurler oui mais c'est toi qui choisis ta photo. Non, quand t'as 1400 photos et que ton IA elle peut te dire bah celle-là elle est floue à ta place et que tu vois qu'elle fait un bon boulot, parce qu'elle fera un bon boulot, faut arrêter de se dire que c'est mauvais. Forcément tu dois utiliser cet outil. Et ce qu'il faut garder en tête par rapport à ça, c'est que tu gardes la main sur le tri. Bien C'est-à-dire sûr. qu'elle te propose un truc et après toi tu peux repasser derrière en mode ah oui mais en fait celle-ci je l'aimais bien, je veux la garder, et puis en fait celle-ci j'en veux pas. Et en fait c'est juste que ça te permet de gagner grave de temps parce qu'il y a un peu un pré-tri qui est fait sur lequel toi tu repasses et où tu as le dernier mot de toute façon. En fait, on confond l'IA avec les outils d'automatisation qui utilisent l'IA. Les outils d'automatisation, on les utilise depuis des années. Soit même au niveau des retouches ou des choses comme ça. Les presets, c'est de l'IA. Tu vas retoucher tes photos une à une, mais tu vas déjà appliquer un preset qui va te faire gagner du temps ou des choses comme ça. Faut juste savoir être smart, faut pas être contre, faut juste se dire comment je peux l'utiliser pour que ce soit dans mon intérêt, tout en gardant l'essence de mon travail et mon âme en fait, c'est tout. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas si c'était le mot de la fin ou si t'as des choses à rajouter, je sais pas où on en est. Route. Alors ça, comment je vais le garder dans le montage? Ça, y a pas moyen, je coupe. Tu as prouvé avec cette dernière conclusion à quel point tu étais professionnel. N'est-ce pas? Voilà, si vous voulez travailler avec Mathilda, n'hésitez pas, oubliez pas son mentorat, elle pourra vous dire prout. Bisous. Abonne-toi, mets la cloche. See you mate, keep on creating et fais de belles photos. Bon, t'es prête à nous livrer tous tes secrets? Bah écoute, prête comme Jaja. Faut toujours qu'on ait des couvre-chefs dans tes vidéos. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est toujours des bonnets, sinon les gens râlent. Mais là, ça va. Ah mais je vais pas mettre un bonnet au mois de septembre. Enfin si je pourrais, ceci dit.